Bonjour à tous. Je reçois Sam Goodchild lors du prochain épisode de Fortitude. Sam est un navigateur professionnel qui participe à des courses à travers le globe. Il a notamment terminé deuxième de la Transat Jacques Vabre en 2019 et son grand objectif, comme il nous le raconte, c'est la Route du Rhum en 2022. Alors bien évidemment, Sam est un sportif de très haut niveau, c'est un navigateur hors pair, mais on s'est aussi rendu compte, au gré de notre conversation, qu'il était un peu philosophe. Alors on a parlé de son enfance, si originale. Il a grandi de l'âge de 2 mois jusqu'à ses 15 ans sur un bateau, en suivant ses parents. On a parlé de son métier, les facettes qu'on connaît mal, ce qu'il implique en termes de rigueur, de travail, de discipline. Mais surtout, on a parlé de cette expérience si marquante qu'a été sa chute dans l'océan, au cours d'une course, où il a passé 45 minutes dans l'eau sans savoir si son coéquipier allait pouvoir le récupérer. On a parlé de son rapport au temps, on a parlé de beaucoup de sujets qui nous concernent tous, qui nous préoccupent tous, et sur lequel il nous a donné un éclairage à la fois authentique et original. Bonjour Sam. Bonjour Nicolas. Je suis absolument ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fortitude. Tu es anglais, mais tu vis en France. Donc tu es navigateur. Alors, tu es un compétiteur qui fait des tours du monde, qui fait des courses de vitesse. Comment vous vous présentez? De manière générale, je pense que je suis un navigateur de course au large. D'accord. Je fais pas que le course au large, je fais quasiment que ça aujourd'hui, mais pas mal de petits parcours aussi. Donc, les courses au large, ça veut dire un transatlantique ou une semaine en mer, voire 3 mois en mer. Mais aussi, j'ai fait pas mal de petits regattes qui sont plutôt 20 minutes ou 1 heure dans la baie. Et on fait plusieurs regattes dans la journée. Mais ma spécialité, c'est un peu comme des sprints. Oui, c'est un peu comme des sprints. Ouais. Donc, ça dépend, mais plus qu'autre chose, j'ai fait les courses au large. Ouais. D'accord. Donc, en fait, dans votre univers, c'est un peu comme dans la course. Il y a les courses de fond. Et puis il y a les courses plus réduites, les sprints et autres en fait. Et il y a des navigateurs qui se spécialisent dans les marathons au large, et puis il y en a d'autres qui se spécialisent dans le sprint. Toi, ce que tu dis, c'est que finalement, tu touches un peu à tout. Oui, ça fait 15 ans que je suis professionnel entre guillemets et j'ai vraiment touché un peu à tout. On a fait les championnats du monde de match racing et ça, c'est des parcours qui durent 10-15 minutes et on fait 15-20 dans la journée. Et puis, il y a 3 mois, j'ai fait un record de tour du monde sur une team de 32 mètres. Et sans me parler des côtés techniques, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais ça reste la même idée, c'est qu'on est sur des bateaux qui sont poussés par le vent. Je vais revenir en arrière sur ton parcours parce qu'il y a un aspect de ta biographie qui, moi, me fascine. C'est que donc tu es né en Angleterre, mais je crois que dès l'âge de 2 mois, tu as commencé à vivre sur un bateau avec tes parents. Et en fait, tu as vécu sur un bateau pendant tes 10 premières années, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, en gros, au même moment que moi j'étais né, mon père il traverse l'Atlantique sur son petit bateau. Ma mère elle est restée en Angleterre pour que je sois né. Et dès que je pouvais prendre l'avion, donc à 2 mois, on a pris l'avion avec ma grande sœur et on est allé les joindre aux Antilles. On habitait sur ces bateaux-là jusqu'à 11 ans, on habitait sur le bateau et au milieu, on a passé 1 an et demi à terre en métropole en Angleterre. Pour voir si mes parents ils aimaient bien habiter à terre et ça n'a pas duré très longtemps. Donc, on est retourné sur le bateau. Et voilà, donc j'étais sur le bateau jusqu'à 11 ans. Et puis, vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Mais quand tu dis vivre sur un bateau, c'est vivre sur le bateau, mais qui est amarré dans un port, ou vous étiez toujours en mouvement, ou vous étiez en navigation pendant 6 mois, puis ensuite vous vous posiez pendant quelques mois. Quel était le rythme? Comment ça se passait? Ça changeait, c'était pas un rythme classique au quotidien. C'était vraiment ça dépend des moments. Mes parents, je pense qu'ils sont partis avec l'objectif de faire un tour du monde, comme pas mal de gens. Après, c'était pas des gens, c'est des gens qui avaient besoin de travailler. C'était pas riche, donc il fallait travailler sur la route pour trouver l'argent. Ils sont arrivés aux Antilles, ils ont trouvé la vie là-bas quand même plutôt sympa. Il y a des façons de trouver des travails à terre ou sur le bateau. Et donc, on s'est arrêté de temps en temps sur des îles. On a passé 1 an et demi, par exemple, à Tortola, qui est dans le British Virgin Islands au nord. Et là, on est les enfants, pas que moi, ma sœur et mon frère qui est arrivé 3 ans plus tard, sont allés à l'école sur l'île. Et puis, on est allé naviguer, on a changé d'île, puis on s'est trouvé à Grenade. À Grenade, on a passé pas mal de temps. Et en fait, à 10 ans, 11 ans, on a fini par s'installer dans une maison à Grenade. Et donc, la maison de famille à Grenade. Et maintenant, on a des passeports de Grenade. C'est là où je sens plus à la maison, on va dire.
parce que c'est les années où on se souvient le plus, on va dire entre 8 ans et 15 ans. J'étais à Grenade dans une maison, pas que dans une maison, mais on a passé pas mal de temps dans une maison. Donc, ça a changé pas mal, mais c'est dans les îles, les Antilles, et on changeait d'île et on changeait de façon de vivre. Ça veut dire on change d'école, on change des amis, mes parents ils changent de travail, et on s'est adapté. Et alors, parce que donc là, ce que je comprends, c'est que vous étiez 3 enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Et quand je t'écoute et que j'écoute ce que tu m'expliques, forcément, j'ai 12 000 questions dans la tête. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ils faisaient ça? Notamment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'école. Ce que je comprends, c'est que quand vous étiez, par exemple, arrêté sur une île, vous alliez dans l'école dans cette île-là. Mais est-ce que parfois, c'est tes parents qui vous faisaient l'école? Vous faisiez des sauts de puce comme ça? Comment ça se passait? Et puis, même pour les enfants, pour toi, c'était compliqué de changer d'environnement, de changer de copains régulièrement? Ben, je dirais pas compliqué, parce que compliqué, on peut dire c'est des changements, et on s'est habitué, on a grandi comme ça, donc le fait de changer de location tous les 6 mois, c'était le normal pour nous. Et puis pour l'école, parfois on allait sur les îles, parfois c'était mes parents qui faisaient l'école avec nous sur le bateau. Mon père était un prof dans une école primaire à un moment donné. Donc aussi, on faisait l'école avec lui, et puis il téléchargeait, ou à cette époque-là, je pense plutôt acheter des livres avec des syllabus, je sais pas comment dire ça en français, mais des écoles avec des choses à suivre et des cours à suivre. Donc il nous faisait l'école à la maison ou sur le bateau quand il fallait, mais c'était vraiment une école de vie aussi. J'ai peut-être un peu moins l'école classique qu'on connaît maintenant, où on suit des cours de 9h à 15h tous les jours, ou 17h. Mais par contre, le terrain de jeu était quand même assez riche d'expérience aussi, de voir mon père réparer les moteurs de bateau. Mon père était très bon charpentier, de voir comment il faisait des choses en bois. Quand on habitait finalement dans une maison, il s'est fait un workshop où il pouvait faire tout avant qu'il a quitté l'Europe. Il construisait des cuisines, par exemple. Donc, on apprend pas mal de choses comme ça, et puis on allait découvrir sur les îles ou dans les baies, sur les bateaux. On apprend à ramer un bateau, à naviguer. Donc non, c'est pas une école avec des livres, mais j'ai appris quand même pas mal de choses qui expliquent peut-être pourquoi je suis un navigateur aujourd'hui. Je pense que tu fais rêver beaucoup de personnes qui nous écoutent, parce que on a tous, quand on élève des enfants aujourd'hui, surtout quand on vit en Occident, dans des capitales avec des rythmes qui sont assez soutenus, on se pose forcément tous beaucoup de questions. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce qu'on ouvre suffisamment l'esprit à nos enfants? Est-ce qu'on n'est pas en train de les broyer, de les stresser avant l'heure avec les horaires, avec les examens, etc. Et c'est vrai que quand on t'écoute et qu'on voit que non seulement c'est possible, mais que c'est très riche, et que c'est pas pour autant que tu as fini sous un pont, ça fait effectivement se poser beaucoup de questions. Et puis surtout qu'en plus en France, toi tu vis en France aujourd'hui, et tu vas soit tu y es confronté, soit tu vas l'être avec tes propres enfants, mais c'est vrai que le système scolaire en France, c'est un peu à l'inverse de ce que tu décris. C'est-à-dire qu'autant dans les pays anglo-saxons, et notamment en Angleterre, je sais que les enfants, ils étudient première demi-journée, et ensuite ils ont les activités sportives, artistiques l'après-midi. C'est beaucoup plus équilibré comme ça, alors qu'en France, c'est vrai que c'est un peu du 8h, 17h, 8h, 16h, c'est très, très condensé. Et c'est vrai que du coup, l'expérience que tu partages qui fait rêver, mais après, j'imagine que ça devait pas être quand même rose tous les jours. Il y a de l'incertitude peut-être. Est-ce que parfois quand tu étais enfant, tu te sens que souvent on entend les enfants, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de repères, etc. Comment tu as vécu ça toi en tant qu'enfant? Est-ce que tu as ressenti une insécurité, ou au contraire tout ce que tu dis, ça me fait penser à plusieurs choses. Un, c'est que c'est assez récemment que je me suis rendu compte comment c'était courageux de mes parents de faire ça, parce que quand on est jeune, on n'y pense pas. Mais c'est sûr de dire, ok, on va vendre la maison, on va acheter un bateau, et on va aller habiter son bateau, et on ne sait pas comment on va financer, mais on s'est débrouillé, on trouvera une solution. C'est quand même courageux. Et c'est pas à 10 ans, 5 ans qu'on se rend compte de ça. Pour nous, c'est normal. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui ça me fait penser, c'est que quand moi, je suis venu en Angleterre à 15 ans pour finir mes études dans une école internat,
moi, je suis arrivé en Europe en disant, ah, ben, c'est génial, maintenant, je vais pouvoir acheter des nouvelles skates que j'ai regardées dans des magazines depuis 5 ans que je voulais acheter, mais ça ne se vend pas à Grenade ou ça coûte 3 fois plus cher ou je vais pouvoir jouer sur une nouvelle PlayStation ou avoir des choses qu'on voulait. Et j'arrive dans une école et tout le monde me dit, ben, ah, c'est génial, tu as trop de chance d'avoir habité aux Antilles, de grandir sans bateau, ça doit être génial. Et en fait, nous, moi, quand j'avais 12 à 15 ans, je disais à mes parents, moi, je vais rentrer en Angleterre, je vais voir l'Angleterre. Ils ont dit, OK, ben, ça, c'est une motivation d'aller travailler. Donc, mes parents, ils ont dit, bah, si tu veux t'acheter un billet pour aller voir tes grands-parents en Angleterre, pour acheter une skate, il faut que tu vas travailler. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont motivé à travailler. Et puis, on arrive en Angleterre et tout le monde dit, bah, moi, j'ai juste envie, c'est d'aller habiter aux Antilles sur un bateto. Donc, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Je pense que ça nous a formés différemment. On est peut-être très indépendants. Donc, non, moi, je sens pas que ça m'a impacté négativement, en tout cas. C'est sûr que j'ai pas la même vision de la vie que les gens de mon âge qui ont grandi dans la même maison, avec la même famille, avec des grands-parents qui habitent à 200 mètres depuis 3 ans, j'ai pas cette vie-là, mais en même temps, c'est quoi normal? Ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un peu extrême, ou pas extrême, mais c'est différent. Il y a très peu qui ont une vie comme ça, mais moi, je pense pas que ça m'a impacté négativement. Et aujourd'hui, alors, tu as une petite fille qui a quel âge? J'ai une belle fille, donc une petite belle fille qui a 4 ans. 4 ans, d'accord. Et alors, du coup, forcément, j'imagine que tu dois te poser peut-être quelques questions sur la manière dont elle va grandir. Parce que là, bah, toi, tu vis pas sur un bateau. Enfin, en tout cas, tu vis une partie de l'année sur un bateau, mais pour faire des courses, c'est différent. Comment tu vois les choses par rapport à son enfance à elle? Est-ce que tu aspirerais à vivre avec elle de la même manière que toi tu as vécu ou de faire peut-être un compromis? Non, pas forcément. Je n'ai pas envie d'aller habiter sur le bateau avec elle et faire ce qu'ils ont fait mes parents. Par contre, je pense que l'expérience que j'ai de mes parents, ça me ouvre d'esprit. Ce qui est intéressant de habiter comme ça, c'est qu'on croise plein de cultures du monde. Donc, on croise les Français, les Américains, les Anglais, des Sud-Africains, des gens de partout, des Antillais, bien sûr. On croise plein de monde, donc on voit plein de cultures différentes. Et c'est sûr que pour moi, c'est assez enrichissant de voir comment les gens différents ils habitent et comment. Après, moi, je le vois pas comme une vie qui était mieux de ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste, c'était différent et c'était pas une négative, c'était pas positif, mais c'est mieux. Mais je pense comme tout parent, on se demande la question, c'est comment on peut donner la meilleure opportunité à nos enfants et comment on peut l'ouvrir l'esprit pour voir que la vie est pas toujours facile, la vie est ce que c'est, mais on peut tout faire si on y croit et il faut juste y croire et il faut pas lâcher. J'ai cru comprendre tout à l'heure que tu as dit que tu es passé pro, tu es devenu navigateur professionnel il y a 15 ans, mais à partir de quel âge exactement on devient un navigateur professionnel? Ben, c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que il n'y a pas un certificat qui dit bravo Sam, tu es navigateur professionnel. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé en Angleterre à 15 ans. Avant que j'ai fini mes études, j'ai commencé à déjà travailler sur le projet voile. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là on est devenu navigateur professionnel parce que je suis allé travailler sur le bateau qui ont fait le Vendée Globe en 2008. Avant ça, j'avais fait des convoyages avec eux, donc des déplacements de bateau, on est équipier à payer. Et puis, dès que j'ai fini mes études à 18 ans, c'est la seule façon de laquelle j'ai gagné ma vie. Après, au début, c'était plutôt en étant technicien ou en faisant ces convoyages. Et puis, petit à petit, c'était de plus en plus de régates. Et puis, maintenant, je fais que ça. Donc, je fais que de régates. Donc, voilà. C'est un peu avant de finir mes études que j'ai commencé à travailler avec les équipes. Et puis, quand j'ai fini mes études, je faisais que ça. Ouais. On peut dire que voilà, à partir de 18 ans, c'était totalement ta vie. Ouais. Et ça passe par le fait tu mentionnais de travailler sur les bateaux. Donc, travailler sur les bateaux, c'est quoi concrètement? C'est travailler sur la coque, sur les équipements, c'est quoi? C'est de l'ébénisterie, c'est de la mécanique, Donc, mon premier travail, c'était avec Alex Thompson, qui est le skipper du Hugo Boss, qui a fait le Vendée Globe 4 fois maintenant, ou 5 fois. Et lui, il a une équipe de, on va dire, 10-15 personnes qui préparent son bateau pour le Vendée Globe. Moi, en étant 18 ans, j'étais quand même le nipper, comme on dit en anglais, c'est le petit jeune qui fait tout le travail que les autres, ils n'ont pas envie de faire.
qui était super intéressant parce qu'on voit plein de choses. À ces moments-là, on a envie de faire plus, on a envie que les gens nous apprécient, mais en réfléchissant maintenant, je me dis que c'était pas si mal parce qu'on est dans une équipe. Il faut qu'on fait notre mieux, mais si ça se passe mal, c'est pas notre faute parce que c'est la personne qui nous a demandé de le faire qui ne devrait pas le faire. Donc, c'était quand même hyper intéressant de voir comment ça fonctionne l'équipe de l'intérieur et surtout une équipe à ce niveau-là. Et avec Alex Thompson, j'ai fait 3 mois avec lui, puis j'ai changé d'équipe pour l'autre anglais qui faisait le Vendée Globe, qui s'appelle Mike Golding, qui était sponsorisé par Ecover, et avec lui, j'ai fait le départ du Vendée Globe. Et c'était vraiment juste aider des techniciens à préparer le bateau. Donc, pas mal de temps, c'était vraiment de travail hyper intéressant de poncer le bateau pour le pan, pour nettoyer les bateaux, coller les petites pièces à bord qui n'étaient pas très importantes. Mais ce qui était intéressant, c'était d'être dans une équipe à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait le départ de Vendée Globe avec Mike Golding où j'ai débarqué le bateau et après les sorties nationales au Sable d'Olonne qui, pour les gens qui suivent, c'est quand même un moment hyper fort en émotion. C'était une expérience qui m'a marqué et qui m'a un peu conduit ma vie jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai toujours envie de faire le Vendée Globe grâce à ces expériences-là et je pense que je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que j'y arrive. Toi, la philosophie, c'est pas ton truc. C'est pas que c'est pas ton truc, c'est que la philosophie telle qu'on l'imagine, académique, les auteurs, les écrits, voilà, tout ça, ça t'est pas familier. Moi, je suis convaincu que on peut être philosophe sans connaître les philosophes. On peut être philosophe sans connaître les écrits, sans avoir étudié la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, c'est finalement la science de l'âme. C'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est le fait de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir et de réfléchir, alors soit sur soi-même, sur sa vie, sur la vie de ceux qui nous entourent, comment on peut faire évoluer les choses, comment on peut se faire évoluer soi-même, comment on peut faire évoluer les autres. Voilà, pour moi, c'est ça la philosophie. Et donc, c'est non seulement accessible pour tout le monde, c'est nécessaire pour tout le monde, ça peut être salutaire et nombreux sont ceux qui découvrent qu'en fait, ils sont philosophes sans le savoir. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de te poser la question, maintenant que j'ai pris cette précaution d'expliquer ce qui était pour moi la philosophie, c'est quoi ta philosophie à toi? Quand justement tu réfléchis, est-ce que tu réfléchis à qui tu es, où tu étais, ce que tu es devenu, où tu veux aller? J'ai du mal à croire que quelqu'un comme toi, qui par définition dont le métier c'est d'amener un bateau ou un équipage d'un point A à un point B, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire ce chemin, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas des moments où tu te dises « Ok, moi, Sam, il y a 5 ans, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Et dans 5 ans, je veux être là. » Mais attention, quand je dis ça, c'est pas forcément de l'ambition professionnelle. Hein. C'est pas où je veux que ma carrière soit, est-ce que je veux avoir gagné telle ou telle course, mais en tant qu'homme, à l'intérieur de toi-même, est-ce que voilà, c'est quoi ta philo, sur quoi tu réfléchis, sur quoi tu aimes réfléchir et comment ça se passe? C'est sûr, tu as raison que j'ai pas un sujet de lequel je me pose énormément de questions, sûrement pas assez ou je le fais dans une façon différente. Mais c'est sûr que moi, comme nous tous, je pense, on réfléchit de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va y être. Et c'est sûr que la vie que j'ai eue, je vois qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Et c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup de qu'est-ce qu'on va faire, quand et comment. Et forcément, il y a des compromis, entre guillemets, à faire. Mais j'essaye de ne pas me perdre de temps sur ça. Et j'essaie vraiment moi, j'essaie de faire étape par étape, petite étape par petite étape, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de changer et essayer de mettre un petit effort là-dessus tous les jours. Si ça c'est qui je suis comme personne, comment je suis avec les autres, quels sont mes objectifs professionnels ou personnels. C'est comme ça que j'aborde les choses, mais c'est sûr que le côté philosophique, c'est pas quelque chose de laquelle j'ai beaucoup pensé, dans la façon dans laquelle tu l'écris. Ouais. Souvent, on explique que ce qui est compliqué quand on mène sa vie, c'est de ne pas avoir d'objectif,
de cible. Pour avancer, il faut avoir une cible, il faut avoir un objectif. Et j'imagine que ton métier de navigateur, qui par essence, c'est la quintessence pour avoir un objectif, pour avoir un cap. Tu sais, souvent on dit, il faut que tu aies un cap dans ta vie. Tu peux pas te laisser flotter, parce que sinon c'est le courant qui te conduit et qui va pas t'amener là où tu veux aller. Et finalement, ce que tu m'expliques là, c'est que toi, sans en avoir forcément conscience, mais tu t'astreins quand même à te dire, voilà, en tant que personne, j'ai envie peut-être de changer ça. Et tu vas y aller étape par étape, c'est ce que tu dis. Mais en tout cas, tu te fixes un objectif, tu l'identifies, tu le formules. C'est pour ça que je dis que tu es philosophe sans le savoir. C'est que tu as une démarche, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu as une démarche active. C'est-à-dire que tu dis, voilà, ça, faut que je le change. Ou ça, faut que j'évolue, je vais le faire. Je vais m'y employer. Et étape par étape, tu avances. Et philosopher, c'est ça. Philosopher, c'est rien d'autre que de se dire, il y a ça chez moi que je veux modifier, faire évoluer. Et ensuite, une fois que tu as conscience, tu travailles dessus. Pour moi, c'est ça, philosopher. C'est ce que tu fais. Et j'imagine que ton rôle de marin, ta vie de marin, le fait de toujours avoir besoin d'avoir un cap, de toujours avoir besoin de savoir est-ce que tu es bien sur le chemin que tu avais décidé d'emprunter. Finalement, ça doit t'aider énormément. C'est ta façon d'être. Ben, très clairement, ma façon de faire, ma façon de vivre, c'est mettre les objectifs, les cibles. Et puis, l'expression que j'adore, c'est control the controllables. Donc, on fait ce qu'on peut. On essaye de ne pas perdre de temps avec des choses qu'on ne peut pas changer. Et ça, c'est un peu dans tout. Ça, c'est un peu dans la vie, les décisions importantes de la vie. Ça, c'est un peu dans le sport, dans l'objectif professionnel. Mais c'est vraiment, je mets un objectif là. Donc, mon objectif le grand de ma vie, c'est le Vendée Globe. Je veux faire le Vendée Globe. Et toute ma vie, chaque décision que je prends, je dis, OK, comment je savais m'amener plus proche de cet objectif-là? Si j'ai une option A et une option B, c'est lequel qui va me porter le plus pour aller vers là. Là, je parle surtout des côtés pro, mais aussi c'est comme ça que toutes les autres choses dans ma vie, j'essaie de déconstruire assez simple. OK, ça c'est quelque chose de dur. Là, en ce moment, on est en train de changer de maison. Donc, il dit que c'est un des moments les plus stressants de notre vie, c'est d'acheter et vendre une maison. Et là, c'est exactement ça. On fait des calculs de choses. Et puis, avec ma femme, assez régulièrement, on dit, OK, on se calme, on recommence à zéro. C'est quoi le plus important pour nous? On a besoin de quoi? Et c'est un peu à chaque fois, on fait ça. Ça veut dire qu'on essaye de simplifier. On voit quels sont les choix vraiment, quels sont le pour et le contre. Et voilà, on avance une étape. Et puis, la prochaine étape, on fait pareil. Et peut-être c'est philosophique, je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que tu décris, c'est comment j'aborde tous les problèmes des défis de ma vie. C'est comme ça, des grands, des petits, des professionnels, des personnels, de tout, c'est comme ça. Alors, je vais te surprendre. Tu es encore plus philosophe que tu l'imagines, parce que tu as dit tout à l'heure quelque chose, une expression dont tu m'as dit que tu aimais beaucoup, control the controllables. Donc, qu'on traduirait par contrôler ce qu'on peut contrôler. Moi, j'ai consacré un chapitre là-dessus, sur justement faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. C'est un philosophe, Épictète, qui a beaucoup réfléchi et qui a écrit là-dessus, comme un principe de vie, de faire le tri, véritablement, d'examiner, OK, est-ce que ça, je peux l'influencer? Est-ce que je peux le contrôler? Est-ce que je peux le maîtriser ou pas? Et de mettre de côté ce sur quoi on n'a aucun contrôle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Moi, je suis assez mauvais pour ça, je dois avouer. Donc, tu vois, quand tu dis ce que tu dis, tu me prouves que tu es un vrai philosophe. Une question que je pose régulièrement, c'est celle de la version du logiciel. Alors, c'est quoi la version du logiciel? C'est que je considère que on est un peu comme des logiciels, c'est-à-dire que tu démarres avec une version, puis la vie fait que tes versions évoluent et que tu n'es bien évidemment pas la même personne que tu y étais il y a 5 ans, que même il y a 1 an, et tu n'es pas tout à fait la même personne que tu seras dans 1 an ou 2.
Et ce qui fait qu'on évolue, c'est bien évidemment nos expériences, les gens qu'on rencontre, euh, plein de choses. Toi, est-ce que tu pourrais me raconter quels sont pour toi les quelques épisodes qui t'ont le plus transformé, ou peut-être si c'est pas transformé, mais fait évoluer en tant qu'homme au cours de ta vie? Ça peut être, il n'y a pas de notion de temps, hein. C'est-à-dire que ça peut être un événement qui se produit à un instant T, mais ça peut être aussi une période de vie de 6 mois qui, voilà, il n'y a pas de. Ben, je pense que ce qui me vient à la tête tout de suite, c'est la première, c'est quand je suis venu habiter en Angleterre avec mes parents qui habitaient toujours aux Antilles. Moi, je suis venu habiter en Angleterre dans une internat avec une école à 1500 personnes où on était une centaine qui dormaient sur place. Et là, j'ai passé 3 ans comme ça et je pense que ça m'a quand même énormément changé euh, dans le sens où je suis devenu très indépendant très rapidement. Peut-être même trop jusqu'au point où je garde peut-être un peu trop pour moi. Mais pour moi, c'est un moment qui m'a fait qui je suis aujourd'hui. Ça veut dire que j'étais de l'autre côté du monde. J'ai arrivé au milieu de l'année scolaire. Donc, j'étais le seul nouveau. Mais je connaissais personne. On dormait à l'école dans une chambre avec 5 garçons de 16 ans ou de 15 ans. Et puis, j'ai passé 3 ans comme ça en disant, ben voilà, c'est un énorme changement de vie de tout ce que j'ai connaissé. Et c'est sûr que là, ça, c'est quelque chose qui m'a fait très indépendant. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé aujourd'hui, c'est sûr. Un autre moment, c'est sûrement le moment que j'ai décidé de venir habiter en France. Et à ce moment-là, on change la langue dans laquelle on habite. Je commence à me rendre compte aujourd'hui l'impact que ça, quand même, c'est pas, tout le monde m'a aidé énormément. Il y a plein de Français qui parlaient anglais qui m'ont aidé. Il y a des gens qui parlaient pas français qui faisaient un effort. Jamais j'ai senti que les gens voulaient pas m'aider ou voulaient pas parler avec moi parce que j'étais anglais. Mais quand même, juste le fait d'être un étranger, de pas tout comprendre, de pas comprendre les notions des langues, pas comprendre des accents, pas comprendre qu'un accent du Sud, ça a un stéréotype de tel, ou un accent de Bretagne, c'est un stéréotype de tel, ou un Parisien, c'est un stéréotype de tel. On n'essaie pas de se bloquer sur les stéréotypes, mais on le fait quand même. Et ça, en français, j'ai aucune notion de tout ça. Les Français sont des Français pour moi. Et c'est sûr que ça, c'est un détail, mais c'est sûr, c'est quelque chose qui m'a impacté de vivre dans une vie où je comprends moins de détails et de notions même au début, je comprenais pas je comprenais pas grand chose. Aujourd'hui, je comprends de plus en plus. Mais c'est sûr que ça nous impacte comme personne. Donc, on peut dire, ça, c'est un impact dans ma vie qui m'a changé. Et également, il y a des choses qui sont positives quand je rencontre quelqu'un qui a un accent, ça me dit rien, c'est juste encore une personne. Mais aussi, ça, c'est quelque chose qui vient de quand j'étais jeune. Quand je dis qu'aux Antilles, on rencontre plein de cultures différentes, ça, c'est pareil aussi. On rencontre des cultures et on accepte les gens pour qui ils sont et on accepte que les gens sont différents et on n'est pas tous obligés d'être pareil. Donc, ça m'a aidé aussi de déménager en Bretagne, de déménager en France et habiter en français. Donc, pour moi, ça, c'est les deux moments de ma vie, le moment dans ma vie qui m'a impacté le plus. Je pense qu'il m'a changé qui je suis, Sam, de qui j'étais quand j'étais jeune. Et après, bien sûr, tous les gens, on rencontre des gens, ma femme, par exemple, c'est sûr que ça, c'était un moment qui m'a changé aussi, sa façon de faire, sa façon de réfléchir. C'est chouette. Et puis, il y a plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est le deux vrais moments, le deux vrais changements et décisions de ma vie qui m'a impacté de manière importante. C'est amusant parce que souvent, quand j'ai ces échanges, je suis toujours surpris par les réponses parce que j'aurais pu croire naïvement que, en te posant la question à toi, qui est un navigateur qui va faire des courses à travers le monde, des courses de vitesse, parfois tu es seul, tu te retrouves dans des tempêtes avec des vagues immenses, enfin on imagine plein de choses. Et finalement, quand je te demande quels sont les faits marquants qui t'ont fait évoluer, c'est pas te retrouver tout seul face à une vague de 15 mètres de haut, non, c'est le fait de te retrouver en pension en Angleterre, le fait d'aborder une nouvelle langue. Non mais c'est amusant parce que on a plein d'idées reçues sur ce qui peut marquer quelqu'un.
ce qui peut le faire évoluer. Et finalement, c'est des choses parfois qui peuvent paraître un peu surprenantes. Mais ce que je note surtout, c'est que moi, je suis un grand promoteur de la prise de risque et du changement. Le changement, c'est extrêmement sain. Et c'est souvent le changement subi ou provoqué qui nous permet d'avancer. Et ce que je trouve, ce qu'il y a de pire pour moi dans une vie, c'est de pas connaître de changement. C'est que ça soit uniforme, que ça soit une espèce de ligne horizontale, comme ça. Tu sais, c'est un peu comme la voix. Quand on t'apprend à plaider ou à t'exprimer en public, on t'explique qu'il faut absolument éviter le ton monocorde. Et en fait, la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu la mènes comme ça, sans changement, sans faire de pause, sans à un moment prendre un risque, etc., bah, y a pas grand-chose qui bouge. Et... Alors, du coup, j'ai quand même envie de te faire parler de ces grosses vagues et de ces éclairs et de... Parce que, en parlant de ça, tu me fais penser à un moment en mer qui m'a marqué. Et c'est assez important même. J'ai tombé à l'eau. On était sur un bateau, on était 2 à bord. Moi, j'ai tombé à l'eau, on était à 60 000 de l'ouest de Nouvelle-Zélande. Donc, à dire trop long pour nager. Dans des grosses vagues, dans la mer. J'avais 21 ans. Pendant une course? Dans une course. Et moi, j'ai passé 35-40 minutes dans l'eau où là, en parlant de temps pour réfléchir, ça sent comme une éternité. Et là, c'est sûr que ça, c'est un moment qui m'a marqué beaucoup. Et des gens disent que quand tu vis une expérience comme ça, parfois ça peut revenir quelques années plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, que ça t'impacte. Moi, j'ai pas eu un moment de déclic en disant, ben là, j'en peux plus parce que ça m'impacte trop, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours là, et surtout quand je navigue. C'est le fait que j'ai tombé à l'eau. J'avais 21 ans, je me suis dit, bah oui, on entend des histoires de gens qui tombent à l'eau, mais ça, c'est pas moi. Moi, je sais comment faire. Je suis invincible. Ça, pas moi, ça arrive aux autres. Et pour là, je me suis allé à l'avant du bateau sans m'attacher. On a tous des gilets de sauvetage pour s'attacher, des harnais. On a des balises pour se détecter si jamais on tombe à l'eau. Bien sûr, je laissais tout ça dans le bateau, je l'avais pas. Donc là, je me trouve à l'eau. J'ai la chance que le deuxième qui était à bord m'a vu tomber à l'eau. Donc déjà, il a pu faire demi-tour directement, mais on était dans une mer de 3 mètres avec 25 nœuds de vent, avec au milieu des changements de voile. Donc on a une voile qui est en haut, une voile qui est moitié en bas. Donc sans aller trop dans les détails, c'est assez compliqué à gérer. En tout cas, ça l'a pris 15 minutes pour ranger le bateau, pour pouvoir faire demi-tour, pour venir me chercher. Et puis finalement, quand il est venu me chercher, il ne me trouvait pas. Parce que lui, il fait un bateau de 20-25 mètres d'eau et moi, je suis une tête de 20 cm d'eau. Donc, en gros, dur à trouver. Moi, je le voyais quasiment tout le temps. Je pense que cette expérience-là, même si c'est 35 minutes, ça peut faire un podcast en lui-même. Mais voilà, il y a des moments dans ces 35 minutes dans l'eau où je me dis, ben là, ma vie est finie. Donc, voilà, que moi j'ai envie de le finir, j'ai un couteau dans ma poche, c'est mieux de faire quelque chose plutôt que de se noyer. Et voilà, donc il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. Je suis pas essayé de m'étouiller, mais c'est une réflexion qui passe dans ma tête. Et heureusement, l'instinct qui est venu, l'idée, c'est de pouvoir flotter le plus longtemps que possible et garder son énergie. Donc, il faut pas chasser le bateau. Il faut se faire visible. Donc, j'utilise mon couteau de couper la capuche qui est en jaune fluo, pour que quand il passait pas loin de moi, j'avais quelque chose en jaune fluo à l'aider à me voir. Et voilà, heureusement, il m'a trouvé, mais c'est sûr que ça passait pas à grand-chose qu'il me trouve pas. Et même quand on a la trace du bateau, quand j'ai tombé à l'eau, et là, en gros, moi, j'ai tombé à l'eau ici, il a fait demi-tour, il est venu me chercher par là. À un moment donné, je le trouve pas, je vais aller regarder en bas, donc il fait un tout droit par ici, et il me tombe dessus par hasard. Donc, tant qu'à dire que j'ai beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Et c'est sûr que, surtout professionnellement, ça m'a impacté en disant, Sam, tu es comme les autres, tu n'es pas invincible, tu es peut-être arrogant, mais tu peux quand même glisser et tomber à l'eau comme les autres. Donc reviens à terre et fais attention. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué de façon plus professionnellement et plus profondément, mais
Mais je peux pas te dire si ça a changé la façon dans laquelle je vis ma vie, à part peut-être d'apprécier un peu plus le moment qu'on a, parce que ça peut finir rapidement. Et puis de mettre un gilet quand tu te promènes sur ton bateau. Et ça aussi, ça a changé ça, oui. L'eau était froide? L'eau était à 15, je sais pas exactement, mais ça doit être au 15-16 degrés. Donc, moi, comment on dit, quand on tombe à l'eau, on devient hyperthermique quand on arrête quand on shiver. Je sais pas comment dire en français, mais shiver. Frissonne. Donc, quand on arrête de frissonner, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Et j'ai frissonné toujours. Donc, j'avais froid, mais ça. En tout cas, j'étais habillé complètement en fringues de merde, en ciré. Donc, ils ont tous rempli d'eau et ça commence à tirer vers le bas. Donc, j'ai tout enlevé et j'étais juste en caleçon quand il m'a récupéré parce que le reste, ça me tirait vers le bas. On n'arrive pas à nager. Mais, et tu disais qu'il y avait des vagues de 3 mètres, mais du coup, tu arrivais à flotter ou tu prenais les vagues sur la figure? J'arrivais à flotter. Moi, je suis un nageur. J'ai beaucoup nagé. En est 8 ans sur un bateau. C'est notre terrain de jeu. Donc, je suis comme un nageur assez à l'aise dans l'eau, en tout cas. Et après 35 minutes, j'étais bien fatigué. Mais le vague, ça allait. J'arrivais à sortir ma tête d'eau, mais il fallait quand même nager pour sortir sa tête d'eau. Ouais, tu pouvais pas rester immobile et attendre sur le dos. Il fallait quand même que tu te débattes pour garder la tête en dehors de l'eau. Bah, surtout l'adrénaline, ça pompe. Et en fait, le seul truc qu'on a, il y a plein de nuages, donc c'est grise. Donc, ça veut dire qu'on voyait pas où était nord, sud, est, ouest. On voyait pas la terre. Donc, le seul repère que j'avais, c'était le bateau. Donc, moi, j'étais bugué sur le bateau en disant, je regarde le bateau, c'est ça qui va me sauver. Et à un moment donné, dans une creux d'une vague, c'était quand j'enlevais ma veste et je sors la tête en sortant ma veste, parce que c'est une veste sans ouverture devant. Et là, je ne le vois pas. Et là, je tourne en rond en panique complète il est où le bateau, je ne le vois pas, parce que le moment que j'étais en bas d'une vague, je regardais dans le bon sens, et quand j'étais en haut de vague, je regardais dans le mauvais sens. Bref, j'ai eu un moment de 10 secondes de panique où je ne voyais même pas le bateau. Et là, c'est là où je me suis dit, là, si je ne vois pas le bateau, j'en ai aucun doute qu'il ne me voit pas du tout. Il y a un autre moment où lui, il était à 50 mètres de moi. Et pour moi, je l'ai regardé, je le voyais dans les yeux. Je dis, OK, il est soulagé, je suis sauvé, il m'a vu, il m'a trouvé, c'est fini. Et là, il fait 180 degrés, il part dans l'autre sens. Et là, tu dis, là, s'il ne m'a pas vu, c'est impossible, il ne va jamais me trouver. Mais c'est à ce moment-là où tu commences à te demander la question de, voilà, c'est fini, hein, comment on va faire? Et voilà. Heureusement, il m'a retrouvé. Je ne peux pas perdre de l'espoir, mais c'était quand même un moment marquant de ma vie. Ouais. Cette solitude, ça doit être extrêmement angoissant. Et quand tu dis ça a duré 30-45 minutes, mais qu'en même temps, tu dises que dans ce laps de temps qui est relativement court en valeur absolue, tu en es déjà arrivé à te poser la question de savoir si tu n'allais pas toi-même mettre fin à tes jours plutôt que de te noyer. Quand on écoute ça, c'est fou parce que 30 minutes, 45 minutes, c'est rien. Tu vois la fragilité de notre vie où en l'espace de quelques minutes, tu peux te retrouver à te dire, alors qu'à 21 ans, tu étais en pleine forme, tu étais équilibré, tu étais en train de faire ce que tu aimais faire et tout. Et voilà, tu tombes à l'eau et puis au bout d'un certain temps, tu peux en être à te dire, OK, je préfère me tuer, me couper, ou je sais pas comment tu avais envisagé les choses, plutôt que de me noyer. Il y a une autre chose à laquelle je crois beaucoup, c'est justement cette fragilité de notre existence comme un espèce de repère pour nous aider à, justement, tu sais, à faire le tri, nous aider à faire les bons choix, nous aider à pas nous prendre la tête sur des trucs qui finalement n'en valent pas la peine, à prendre les risques, etc. Parce que ce que tu as vécu là, on voit qu'en l'espace d'un instant et de quelques minutes, tout peut basculer, tu peux te retrouver à plus rien maîtriser, à plus rien contrôler, sauf peut-être ton propre destin. Je m'autorise à croire que oui, effectivement, ça a dû vachement
vachement impacté, même inconsciemment. Je me demande même si ça va m'impacter plus tard. Tellement que c'était un moment. C'est sûr que ça m'a impacté aujourd'hui. Je sens et j'essaie d'apprécier plus la vie et je m'attache quand je suis sur le bateau. Mais même en parlant maintenant, je me dis que c'est peut-être ma façon de passer, c'est de bloquer. Et en fait, à un moment donné, peut-être je n'arrive plus à bloquer. Mais c'est sûr que j'en parle, je sais pas, une fois par an en moyenne. Et chaque fois que j'y pense, je me rendu compte de plus en plus à quel point c'était chaud. Si on met là, on était sur un bateau où j'ai joint l'équipage. On était deux joints l'équipage à 3 jours de départ avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que là, il avait quelqu'un qui s'est retiré. Donc, on ne se connaissait pas du tout. On s'est trouvé sur le bateau. Le regate a duré 1 mois. On a passé 1 mois en mer, 31 jours. On a passé Noël en mer. On était dans la mer de Sud sur un petit bateau. Donc, c'était quand même assez engagé physiquement et mentalement. On s'entendait pas très bien. On était là, on était professionnels, on faisait notre mieux, mais humainement, c'était pas facile. Il m'a sauvé la vie. Le lendemain de laquelle j'ai tombé à l'eau, on finit à Wellington dans une condition de navigation quasiment le plus dur que j'ai jamais vu. Avec les vagues des ferlants impressionnants où j'étais dans le bateau et j'ai tout lâché pour me tenir en disant je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec un bateau dans une vague comme ça parce que j'ai vu ces vagues sur une plage de surf et j'ai vu le bateau en mer, j'ai jamais vu un bateau sur une plage de surf, donc je sais pas ce qui se passe. Et puis le lendemain, on finit, on gagne le regate. De 6 bateaux, on espérait pas du tout gagner. Et puis 10 heures après arriver à Wellington, je suis dans un avion pour entrer en Europe. Donc, c'est quand on met ça dans le contexte de cette expérience-là, dans le moment où c'était quand même 1 mois ou 1 mois et demi assez, c'était quasiment 1 mois exactement, très riche en émotions et avec le haut et le bas. Ouais, moi, ce que ça m'inspire, c'est que on aimerait tous pouvoir décider de vivre des expériences comme ça en étant sûr que ça se termine bien. Parce que l'intérêt de ces expériences-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, elles te donnent des repères, elles te donnent un peu une forme de discipline sur le fait OK, c'est fragile, ne perds pas de temps, fais ce que tu as envie de faire, sois dans l'action, parce que voilà, tu sais pas. Et on peut lire partout seize the day, carpe diem, faites ce que vous voulez, etc. Mais ça peut être assez théorique. Et je suis assez convaincu que, sauf à vivre des expériences comme ça, c'est parfois difficile de prendre totalement la mesure de cette fragilité pour que derrière, ça te booste et ça te fasse avancer. C'est un peu comme la mort. Là aussi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai consacré un chapitre parce que les penseurs antiques voyaient pas du tout la mort comme on la voit nous aujourd'hui, la voyaient pas du tout comme quelque chose de forcément négatif, en tout cas dans l'idée qu'on peut s'en faire, et la voyaient comme quelque chose qui peut t'aider à vivre. La mort peut aider à vivre. La conscience de la mort aide à vivre. La conscience de la mort aide à vivre mieux. Et tu vois, moi j'ai vécu une expérience qui n'est pas comparable à la tienne, mais c'était dans l'ascension du Mont Blanc, dans la marche d'approche pour aller au refuge, qui est une marche que tu fais sans être encordé. C'est pas encore de l'alpinisme, c'est pour aller au refuge. Il y a un passage qui est très connu, passage d'un couloir où il y a des chutes de pierre. Il y a des chutes de pierre en permanence, à tel point qu'à l'époque, la mairie de Chamonix avait envisagé de faire un tunnel en béton pour que les gens puissent passer de manière sécurisée, parce que tous les ans, il y a des accidents. Et en fait, c'est une roulette russe. Tu passes, en fait, la technique, c'est que tu as une personne au début du passage, une personne à la fin. Les deux observent le couloir. Toi, tu avances. C'est eux qui vérifient si les pierres tombent. Mais toi, s'ils te préviennent qu'il y a une pierre tombe, tu dois aller vite, mais tu dois surtout pas t'arrêter. Tu dois surtout pas regarder. Et j'avais 17 ans à l'époque et je démarre le passage du couloir. Mon père était au début, le guide était à l'arrivée et ça n'a pas loupé. Il crie parce qu'il commence à avoir une chute de pierre et je fais bien évidemment ce qu'on m'a dit de pas faire. Je m'arrête et je regarde. Et là, je vois les pierres qui tombent et j'ai une pierre qui m'est passée à ça de moi. Et là, je veux dire, tu prends la pierre, tu tombes, c'est fini.
Et j'ai vécu ça à 17 ans. Et aujourd'hui, si tu parles à ma femme, si tu parles à mes proches, je suis quelqu'un qui est très conscient, peut-être parfois trop, du danger, de la fragilité, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et je sais que c'est cette expérience qui m'a marqué très tôt et qui fait qu'aujourd'hui, en tant voilà, et ma vie telle que je l'amène grâce à cette expérience et grâce au fait que ça tient parfois à un caillou, pas gros, hein, caillou de 15 centimètres, hein, c'est pas grand chose. Et c'est en ça que je dis que faut se mettre parfois aussi un peu en danger, faut vivre les choses, faut aller à fond, etc. parce que ça aide à vivre. Alors, il faut que ça se termine bien, bien évidemment, mais ça a aussi un côté positif. Un autre thème, un autre sujet qui me passionne, c'est le temps. Alors, le temps dans plein d'aspects. Il y a le temps à très grande échelle, le temps d'une vie, comment on gère sa vie, comment on occupe son temps. Il y a la gestion du temps, l'emploi du temps. Et j'ai aussi consacré un chapitre dans mon livre parce que je suis assez convaincu de ce principe qu'a énoncé Sénèque, qui a dit, parce que souvent les gens se plaignent d'avoir une vie trop courte, que la vie serait trop courte, et lui a dit non, la vie, elle n'est pas brève, c'est nous qui la rendons brève. On la rend courte. On la rend courte en perdant parfois du temps à faire des choses justement qui peut-être sont pas utiles ou autres. Et j'évoque aussi la notion d'emploi du temps. Emploi, ça vient de employer. Donc, comment tu l'utilises, l'emploi du temps. Et forcément, je pouvais pas, face à un navigateur, pour qui la notion du temps, c'est peut-être une notion extraterrestre, te poser la question de comment tu vois le temps, comment tu approches le temps, comment tu ressens le temps quand tu es à terre, mais quand tu es aussi sur ton bateau, comment tu l'utilises, comment tu l'emploies. On a bien évidemment en tête tous cette image du navigateur qui dort quasiment pas ou quasiment peu, des journées parfois de 24 heures où tu vas être sur le pont tout le temps, parce que comme tu le disais, un coup il va falloir réparer, un coup il va falloir naviguer, un coup il va falloir, je sais rien moi, dormir, voilà. Donc j'aimerais avoir que tu partages un petit peu ta vision des choses sur le temps et comment tu le vois, comment tu l'abordes, toi qui as un rapport au temps qui est assez exceptionnel, assez unique, j'imagine. Temps, c'est sûr que je m'en sers beaucoup de temps. Est-ce que c'est pour un départ d'une course où il faut partir le plus proche de la ligne de départ à zéro? Est-ce que c'est combien de temps ça va prendre pour faire une manœuvre? Est-ce que combien de temps je vais dormir? Est-ce que combien de temps ça va prendre pour traverser l'Atlantique? Donc, il faut prendre combien de nourriture? Est-ce que c'est combien de temps jusqu'à le lever du soleil pour pouvoir mieux voir la navigation? Donc, c'est sûr que le temps, il est hyper important, surtout quand on est en mer. Mais après, j'ai parlé tout à l'heure, la préparation, le temps de préparation, c'est hyper important aussi. Et ça, c'est là, on peut pas, un régate qui commence la semaine prochaine, aussi qu'un régate qui commence en 18 mois. Donc, c'est quelles sont les priorités pour une semaine et quelles sont les priorités pour 18 mois. Je sais pas si j'ai une façon de l'aborder différente que l'autre, mais à part le fait que je peux dire que c'est un peu comme tout. Ça veut dire, j'ai fait étape par étape, tranche par tranche, et j'essaye de faire ça dans des créneaux de temps qui s'emboîtent bien pour qu'on est prêt au bon moment. Si c'est un départ de parcours, voilà, quelque chose on va faire dans le 5 minutes avant. Si c'est je sais pas, j'essaie de mal à répondre à cette question, mais c'est sûr que plein de choses que j'ai fait dans ma vie, dans la voile et dans tout, c'est géré par le temps. Donc, c'est sûr que c'est important pour moi. On me garde des secondes. J'adore le Formule 1 et là, c'est des millisecondes. Et voilà, donc je suis peut-être plus obsédé par le temps que je me rends compte. Mais... Est-ce que tu te retrouves, est-ce que tu procrastines? Est-ce que parfois est-ce que tu glandes, quoi? Est-ce que tu es là et je sais pas, tu surfes sur le net ou assez rarement?
T'inquiète, ça reste entre nous. Hein. Ouais, entre nous et tout le monde entre nous. Podcast, ouais. Puis Instagram et tout ça. Non, t'inquiète, ça reste. C'est Non, mais moi, comme je disais tout à l'heure, je fais pas rien facilement. Je me souviens même, si on pense à le confinement en 2020, où on s'est tous trouvés bloqués dans le pain en disant qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et en fait, j'avais un petit projet de bricolage à faire à la maison. Et après 2 semaines, je me dis, Sam, tu stresses pour un projet de bricolage à la maison? Il n'y a aucune raison. C'est parce que en fait, je me suis dit, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, je me faisais des listes, je faisais des trucs. Mais je faisais comme je fais mes projets voile, mais à la maison, comme projet de bricolage qui n'avait aucune importance, aucune pression, rien. Donc, et là, je parle avec Julie, ma femme, je dis, attends, il faut que là, on ne sait pas si ça va durer 1 mois, 3 mois, 4 mois. On sait que les saisons sportives, dès qu'on sort de ces confinements, ça va partir rapidement. Donc, il faut être reposé. Il faut quand même en profiter et pas sortir stressé et fatigué. Et je dis, OK, il faut que je me calme un peu. Donc, non, j'ai de mal à faire rien. J'ai de mal à m'arrêter et gronder un peu, comme tu dis. Et ma façon de le faire, j'ai essayé de me forcer à le faire plusieurs fois par semaine, c'est du sport, c'est le sport cardio où on part courir, on part faire du vélo. Et c'est vraiment là où je me sens, même Julie ma femme m'a dit, à chaque fois que tu fais du sport, tu reviens de bonne humeur, tu reviens soulagé. Si tu es stressé depuis 1 semaine, tu fais 1 heure de course à pied et tu reviens à une autre personne. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas rien faire, mais c'est ces moments-là où je me décompresse, où je me relâche un peu. Ouais. Je suis absolument convaincu et tous les échanges que j'ai le confirment, c'est que finalement, plus tu as de choses à faire, plus tu as de projets, plus tu t'occupes, peu importe ce que tu fais, mieux tu gères ton temps. Je pense que c'est assez universel. Moins tu as de choses à faire, plus tu perds ton temps. Moins tu arrives à t'organiser, plus tu es débordé par la tâche. Et alors, du coup, ça me permet de faire une transition pour terminer. J'ai juste quelque chose à ajouter. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'essaie de, pas seulement de dire, mais aussi de réfléchir à mettre dans ma vie. C'est que plutôt que de dire j'ai pas de temps, c'est que j'ai pas fait de temps. Parce qu'il faut faire de temps pour tout. Et on a du temps pour tout faire. Mais disons que j'ai pas de temps, c'est pas vrai. C'était pas assez important pour le faire. Et je me souviens à cette étude que j'ai lue où ils ont fait une étude de plusieurs chefs d'entreprise ou de gens importants qui n'avaient pas de temps. Et ils ont tous dit, OK, dites-nous comment ça va aller votre semaine, votre programme de la semaine de 24 heures de la journée, c'est quoi votre programme? Et là, ils ont regardé où une dame avait une fuite d'eau à sa maison. Et en début de semaine, elle avait dit, j'ai pas de temps pour rien faire, je peux pas voir ma famille, je peux rien faire. Et là, elle a passé 10 heures de la semaine à gérer son fuite d'eau. Et là, elle dit, tu n'avais pas de temps, mais tu as quand même trouvé 10 heures pour faire quelque chose parce que c'était assez important pour gérer. Donc, moi, j'essaie de dire, même quand je parle aux gens et quand je réfléchis à ça, j'essaie de me dire que c'est pas que j'ai pas de temps, c'est que je m'excuse, mais j'ai pas pris de temps de le faire. Je suis totalement d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et détail, mais important. C'est pas un détail, c'est même essentiel. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup dans le livre, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si c'est comme ça sur tous les téléphones, mais en tout cas sur les iPhones, tu sais, tu as le contrôle de temps d'écran qui te donne tes statistiques d'utilisation de ton téléphone. Et plusieurs fois dans le livre, j'écris ça. Je dis, on entend tellement, j'ai pas le temps, j'ai pas pu faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas voir ma famille, je peux pas faire ça. Juste, regarde le temps d'écran. Regarde le temps d'écran. Regarde combien de temps tu as passé sur, peu importe. Et après, ose me dire que t'as pas le temps. Du coup, si là maintenant tu m'autorises à faire ma transition, je plaisante. Oui. Je vais terminer par le traditionnel, le tableau. Alors je sais pas si tu l'as vu dans le livre ou pas, mais je te le montre. C'est que justement dans le chapitre sur le temps, j'ai intégré un tableau que ceux qui nous écoutent connaissent maintenant. Alors peut-être que les nouveaux auditeurs ne le connaissent pas encore. C'est un tableau que je te montre tant bien que mal, là. Voilà. Il y a 52 colonnes et il y a 80 lignes. Oui. Et ça, c'est une vie. C'est une vie de 80 ans. Chaque ligne, c'est une année. Chaque colonne, c'est une semaine.
chaque case est une semaine. D'accord? Et tu as tes semaines dans l'année. Ce tableau, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé un jour sur Internet. Je sais plus, c'était quelqu'un qui parlait de procrastination d'ailleurs, justement. Et j'adore ce tableau parce que, bon, bien sûr, comme je dis à chaque fois, j'ai arrêté arbitrairement à 80 lignes. Ça pourrait faire 70, ça pourrait faire 90. Ok, mais il fallait fixer quelque chose. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce tableau? J'en ai déjà vu des tableaux comme ça. Je pense que ça tourne un peu, mais qu'est-ce que ça m'inspire? C'est sûr que quand je le vois, je dis, oui, c'est sûr, c'est marquant, mais il y a plusieurs choses. C'est déjà, c'est que, comme tu disais, le 80 lignes, ça, on ne sait pas. Comme toi, tu as vu à 17 ans et moi à 21 ans, ça pouvait s'arrêter bien plus tôt, sans passer à grand-chose. Ça peut aussi aller plus longtemps, mais après 80 ans, est-ce qu'on a quoi comme qualité de vie? On peut pas, je pense pas qu'on peut espérer, être bien, mais on peut pas espérer toujours voyager, faire des tours du monde, changer plein de choses, même s'il y en a qui font. C'est rare, malheureusement. Donc, je pense que c'est dangereux de fixer sur ça parce que ça assume que jusqu'à 80 ans, tu as toujours 2 semaines dans ta vie et en réalité, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, quand je vois des choses comme ça, tu te demandes, OK, on est là, on est à 50%, on est à 30%, je sais pas où, mais on est là, donc qu'est-ce que ça change en fait? Ça change quoi? Est-ce que tu changeras quelque chose de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que je changerai la façon que je vis? Est-ce que je changerai où je vis, avec qui je vis, qu'est-ce que je fais, comment j'utilise mon temps, est-ce que j'ai envie d'aller faire un tour du monde en bateau comme mes parents ils ont fait? Est-ce que j'ai envie de faire le Vendée Globe? Est-ce que j'ai envie d'avoir un travail où je travaille 1 jour par semaine, le reste du temps je passe avec ma famille ou à faire du sport ou aller sur l'eau, faire du kite ou aller naviguer? Comme je fais avec mes vacances aussi. Et en fait, je me dis, en fait, je me dis qu'il faut juste apprécier de la vie qu'on a et ce qu'on fait. Donc, je pense que quand je vois ça, je me dis que pour l'instant, je trouve pas que j'ai gaspillé de temps. J'ai gaspillé ma vie. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. J'ai un travail qui est impatient. J'ai aucune mal à me motiver pour le faire ou me réveiller pour le faire. Et peut-être un jour, je vais voir ce tableau et je vais dire, là, en fait, je me suis trouvé dans un truc où ça ne me plaît plus. Et ça va me réveiller en disant, regarde, il faut changer quelque chose parce que tu grilles les semaines à faire quelque chose qui ne te paye pas. Mais pour l'instant, à chaque fois que je vois ce tableau, je suis, entre guillemets, un peu fier de moi que pour l'instant, j'ai une vie qui me plaît. Mais je me dis aussi, un coin de ma tête, s'il y a autre chose que j'ai envie de faire, il faut pas trop traîner. Ok, super. Juste, je voudrais terminer, que tu rappelles un peu ton actualité. Donc, on l'a évoqué pendant la conversation. Hein. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises pendant la conversation. Donc, tu as une course la semaine prochaine. C'est quoi cette course? Et ensuite, tu prépares une transat pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, depuis le début de l'année, je suis devenu skipper d'un traîneau de 50 pieds qui est différent et nouveau pour moi. J'ai navigué sur le multicoque le plus grand du monde et on a fait des semaines en mer, mais là, d'être skipper d'un multicoque moi-même, ça c'est la première fois. En sachant que l'enjeu avec le multicoque, c'est les enjeux de race sont quand même bien plus importants que les monocoques parce que ça peut chavirer facilement. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris et j'essaie de me bien entourer pour bien faire. Donc, c'est pour ça, il y a déjà comment je fonctionne dans l'équipe, mais aussi comment je fais cette partie-là. Pour l'instant, ça se passe bien, je suis bien entouré, donc c'est cool. Après, on a le circuit de régate de 5 jours qui commence la semaine prochaine, donc à Brest. Et puis, on a le premier transatlantique avec le bateau en novembre, qui est le Transat Jacques Vabre, qui fait Normandie, Le Havre en Normandie jusqu'au Fort-de-France en Martinique en novembre. Et puis, la grande régate, le grand objectif de notre équipe, c'est la route de Rome l'année prochaine qui fait Saint-Malo, Guadeloupe. Donc, ça se fait sur 50 pieds en solitaire.
Et là, honnêtement, il y a plein de choses que je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais gérer, mais j'ai hâte d'y aller et savoir. Donc, voilà. J'aime bien me mettre des défis et aller dans l'inconnu, aller apprendre et voir comment je vais faire parce que je ne sais pas. Et voilà, ça, c'est mon nouvel défi et c'est un des plus gros que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Bah, écoute, bravo. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Sam, pour ton temps, justement, pour cette conversation et cet échange. Je te souhaite bonne chance pour toutes les courses à venir. Et puis, on va suivre ça attentivement et moi, je vais me découvrir un nouvel intérêt pour la course et la navigation. Je vais suivre ça et je vais découvrir ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à toi, Nicolas, pour m'inviter. Et j'espère que c'était à la hauteur de tes attentes et n'hésite pas de venir me voir ou voir le bateau si jamais tu as un départ d'une course ou en Bretagne, là où on est basé. Avec grand plaisir. Merci, Sam. À bientôt. Merci, à bientôt.